Ce podcast inclut du contenu créé à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Les informations fournies ne constituent pas des conseils financiers, d'investissement ou juridiques. Vous êtes invité à vérifier les informations de manière indépendante et à consulter des professionnels qualifiés pour des conseils personnalisés. Bienvenue au Luxembourg Funcast. Ce podcast, créé par Bertrand Mario, avocat à la Cour, a pour mission de vous apporter une information claire, libre et rigoureuse sur la réglementation financière et les fonds d'investissement au Luxembourg. Nos analyses sont issues de références officielles. Veuillez noter que cet épisode a été préparé en date du 3 novembre 2025. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet vraiment structurant pour tout le secteur financier en Europe. Oui, absolument. Il s'agit du nouveau paquet législatif européen de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. On dit LCBFT, c'est ça ? C'est ça, LCBFT. Et c'est un paquet qui a été publié au journal officiel de l'UE le 19 juin 2024. Et visiblement, ce n'est pas juste une petite mise à jour technique. Ah non, loin de là. On parle vraiment d'une refonte majeure. Certains disent même la plus significative structurellement depuis une génération. D'accord. Et sur quoi repose cette refonte ? Quels en sont les piliers ? Alors, il y a 3 éléments clés. Premièrement, on a un nouveau règlement européen unique sur la LCBFT. C'est l'AMLR, pour Anti-Money Laundering Regulation, le règlement UE 2024-1624. AMLR, d'accord. Un règlement unique. Oui. Ensuite, une 6e directive LCBFT qu'on appelle AMLD6, c'est la directive UE 2024-1640. Elle vient préciser certains points, notamment sur les registres nationaux. AMLD6. Et le 3e pilier ? C'est la création d'une toute nouvelle autorité de supervision au niveau européen, l'AMLA, l'Anti-Money Laundering Authority. AMLA. Bon, ça fait pas mal de nouveautés et d'acronymes. Effectivement. Ce qui semble vraiment ressortir, d'après ce que j'ai compris, c'est un changement fondamental d'approche. On passe d'une collecte un peu passive d'informations. C'est tout à fait ça. Le cœur du changement est là. Fini l'époque où on se contentait, disons, de recevoir une déclaration du client sur ses bénéficiaires effectifs. Maintenant, le nouveau cadre impose un engagement beaucoup plus actif. Il faut vérifier ces informations, les recouper systématiquement avec les registres officiels. Et même, on va le voir, signaler activement les incohérences. Donc, une obligation de vérifier, de recouper et de signaler. Ça change tout. Ça change énormément de choses dans les processus quotidiens, oui. C'est une transition vers une diligence, beaucoup plus proactive et surtout continue. Une diligence proactive, ça doit avoir des impacts opérationnels très concrets, j'imagine. Pour les équipes juridiques, par exemple, ou le secrétariat général dans un fonds d'investissement. Ah oui, l'impact opérationnel est majeur. On peut même identifier, je pense, 3 transformations vraiment essentielles qui vont redessiner le paysage. Alors, quelles sont ces 3 transformations clés ? Bon, la première, c'est ce que j'appellerais la fin de la confiance passive. La fin de la confiance passive. Oui, recevoir l'information du client sur ses bénéficiaires effectifs, ce n'est plus la fin de l'histoire. C'est plutôt le début d'un processus de vérification. L'obligation de croiser cette information avec les registres centraux, elle devient systématique. Ça demande un scepticisme professionnel plus aiguisé, si vous voulez. D'accord, donc vérification systématique, regard plus critique, et la deuxième transformation clé. Alors là, c'est une obligation très opérationnelle, avec un délai précis. La fameuse règle des 14 jours pour les écarts. Ah oui, j'en ai entendu parler. 14 jours. 14 jours calendaires, oui. Si une entité, en faisant ses vérifications, trouve une différence, une divergence entre les infos qu'elle a sur un bénéficiaire effectif et ce qui est dans le registre central, eh bien, elle doit signaler cet écart au registre. Et ce, dans les 14 jours. Sans retard injustifié et en tout état de cause, dans un délai maximum de 14 jours calendaires à partir du moment où l'écart est détecté. 14 jours. C'est extrêmement court. Ça impose une réactivité. Immédiate, oui. Il faut des processus en place. Et puis, le 3e changement majeur... Oui, il concerne le rôle des registres nationaux eux-mêmes. Le LBR, au Luxembourg par exemple, le Luxembourg Business Registers. Avec la 6e directive, la MLD6, ils ne sont plus de simples dépôts d'informations. Ah bon ? Ils deviennent quoi alors ? Ils deviennent des acteurs actifs. Ils vont avoir le pouvoir et même l'obligation de vérifier l'information reçue. Ils pourront demander des preuves, mener des inspections. Des inspections, carrément. Oui, la directive le prévoit. Et surtout, autre nouveauté de taille, ils devront filtrer leurs propres données par rapport aux listes de sanctions financières internationales. C'est-à-dire ?
Ils nous vont vérifier si les entités, les dirigeants, les bénéficiaires effectifs inscrits chez eux sont sur des listes de sanctions. Et si c'est le cas, afficher publiquement une indication, un flag sur le registre. D'accord. Donc, une vérification à double sens en quelque sorte. L'entité vérifie le registre et le registre vérifie ses propres données et les croise avec les sanctions. C'est exactement ça. Une boucle d'information et de contrôle bidirectionnel. Bon, ces 3 points, fin de la confiance passive, la règle des 14 jours et ces registres qui deviennent actifs, ça dessine vraiment un nouveau paysage. Si on approfondit un peu, pourquoi ce choix d'un règlement unique, la MLR ? Pourquoi pas une nouvelle directive ? La raison fondamentale, c'est l'harmonisation. Mettre fin à la fragmentation. La fragmentation. Oui, les directives précédentes, elles devaient être transposées dans chaque pays, et chaque pays le faisait un peu à sa manière, avec des nuances, des interprétations différentes. Ce qui créait des différences entre les États membres ? Exactement, des incohérences et potentiellement des failles que certains pouvaient essayer d'exploiter. En choisissant un règlement, la MLR, donc le règlement UE 2024-1624, l'Union européenne impose des règles de fond directement applicables partout, de la même manière. Donc plus de marge de manœuvre nationale sur ces points essentiels ? Sur les obligations clés comme la vigilance à l'égard de la clientèle, la CDD, Customer Due Diligence, ou l'identification des bénéficiaires effectifs, les Beneficial Ownership, non. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un corpus réglementaire unique, un single rulebook. Et pour une place comme le Luxembourg très international, quelles conséquences ça a, cette application directe ? Pour les équipes ici au Luxembourg, qui gèrent souvent des structures ou des opérations transfrontalières, ça veut dire que c'est cette norme unique et harmonisée de la MLR qui prime. Partout. Ça peut simplifier certaines choses pour avoir des procédures groupes cohérentes. Mais ça demande aussi une vigilance accrue pour s'assurer que ce standard élevé est bien respecté, même si une partie du travail est fait ailleurs, sous la responsabilité luxembourgeoise. Vous parliez des bénéficiaires effectifs, les BO. Est-ce que cette notion, qui est quand même centrale, est clarifiée ou redéfinie dans ce nouveau texte ? Oui, elle est précisée et c'est important. D'abord sur le seuil de propriété. La MLR confirme clairement, c'est 25% ou plus. 25% ou plus. Fini l'ambiguïté du 25% plus une action. Voilà, c'est plus clair. Mais le point vraiment structurant, c'est ailleurs. La MLR insiste lourdement sur le fait qu'il faut analyser 2 choses. La détention du capital, le ownership interest, et le contrôle par d'autres moyens, le control via other means. D'accord. Et ces 2 analyses doivent être faites indépendamment et en parallèle. C'est crucial. Qu'est-ce que ça change concrètement ? Ça veut dire qu'on ne peut plus s'arrêter au calcul des pourcentages. Même si personne n'atteint les 25% de détention directe ou indirecte, il faut absolument chercher s'il y a une personne physique qui exerce un contrôle effectif par d'autres biais. Par exemple ? Via des pactes d'actionnaires, une influence dominante de fait, le pouvoir de nommer ou révoquer la majorité des dirigeants, l'analyse devient beaucoup plus qualitative, juridique et pas seulement mathématique. Je vois. Et pour les structures un peu complexes, avec plusieurs sociétés écrans ou niveaux d'interposition ? Là aussi, la MLR est très explicite. Il faut tenir compte de toutes les participations détenues à chaque niveau de propriété. Donc on remonte toute la chaîne ? Exactement. C'est une façon de contrer les montages conçus pour opacifier. Pour les fonds d'investissement alternatifs, par exemple, ça rend l'analyse des documents clés, le Limited Partnership Agreement, les statuts du General Partner, les Side Letters, le rôle des comités encore plus essentiel pour comprendre qui tire vraiment les ficelles. D'accord. Revenons à ce rôle renforcé des registres nationaux, type LBR au Luxembourg, via la MLD6. Vous disiez qu'ils deviennent des acteurs actifs ? Oui, tout à fait. Leur mission change de nature. Ils ont maintenant le pouvoir explicite de vérifier l'info qu'on leur donne, demander des justificatifs et même, potentiellement, faire des contrôles sur place. Et ce filtrage par rapport aux listes de sanctions, c'est une grosse nouveauté aussi. Oui, c'est majeur et très visible. Ils devront confronter les infos qu'ils ont sur les entités, dirigeants, BO, avec les listes de sanctions officielles, UE et ONU principalement. Et s'il y a une correspondance, un hit, oui, ils devront mettre un flag, une mention publique sur l'extrait de l'entité, pour signaler qu'elle ou une personne liée est sanctionnée. Le registre devient donc une source publique d'infos sur les risques de sanctions, en plus de son rôle sur les BO. Tout à fait. Ce n'est plus juste un dépôt d'informations déclarées, ça devient un outil de validation, un signal d'alerte publique. Quelles implications pour les professionnels ?
d'un côté, c'est une source de plus pour recouper leur propre vérification de sanctions. Mais attention, si jamais il y a une divergence entre les contrôles internes d'une banque, par exemple, et un flag public au LBR, là, c'est un gros signal d'alarme. Risque réputationnel réglementaire. Ça demande une réaction immédiate. Le LBR prend une dimension quasi supervisoire. Ces changements sont profonds. Comment est-ce qu'ils se traduisent en pratique dans les opérations quotidiennes? Prenons l'entrée en relation, l'onboarding d'un nouveau client. Qu'est-ce qui change? Alors, il y a une exigence très concrète dans la MLR, à l'article 23, paragraphe 4. Désormais, dès le début de la relation avec une société ou un trust, l'entité assujettie doit obtenir une preuve d'enregistrement valide ou un extrait récent du registre des BO concernés. Donc, ce n'est plus juste une bonne pratique. Non, ça devient une obligation légale. Initiale, day one, comme on dit. Il faut avoir cet extrait dès le départ. Il faut donc l'intégrer systématiquement dans les processus d'acceptation client. Absolument. Il faut un flux de travail fiable, auditable, pour récupérer cet extrait, le dater, l'archiver. Pour chaque nouveau client, personne morale ou trust, c'est la référence externe de départ pour la suite des diligences. Et cette fameuse règle des 14 jours pour signaler les écarts. Comment est-ce qu'on s'organise pour respecter ce délai si court? Ça semble être un vrai défi opérationnel. C'est sans doute l'un des plus grands défis pratiques, oui. Il faut impérativement une procédure interne très claire, très bien rodée et surtout très bien documentée. Une procédure formalisée donc? Elle couvrerait quoi, typiquement? Alors, au minimum, plusieurs étapes. D'abord, la détection. Comment et quand on identifie un potentiel écart? Est-ce lors de l'onboarding, d'une revue périodique, suite à un événement particulier? D'accord. Ensuite, l'investigation. Une analyse rapide en interne pour valider l'écart. Est-ce une erreur chez nous ou y a-t-il vraiment une divergence avec le registre? Ça peut impliquer un dialogue avec le client. Troisième étape cruciale, la documentation. Il faut tout tracer. Quand l'écart a été détecté, quelles infos divergent, quelles preuves on a, les échanges avec le client, la conclusion de l'analyse. Et enfin, le signalement lui-même? Exactement. La soumission formelle du rapport d'écart au LBR, via leur portail sans doute, en respectant scrupuleusement le délai de 14 jours calendaires. Et qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a signalé un écart? Ça a des conséquences visibles? Oui. L'AMLD 6 prévoit qu'une mention spécifique soit ajoutée à l'extrait public du registre. Elle indique qu'un signalement d'écart a été fait. Et cette mention reste... Elle reste visible par tout le monde, les banques, les partenaires, d'autres autorités, tant que l'écart n'est pas résolu. Ça peut donc compliquer les affaires du client. D'où l'importance d'avoir une communication très claire avec lui sur cette obligation légale et sur les démarches pour corriger l'information. Finalement, avec cette obligation, les fonctions juridiques, conformité, deviennent un peu des auxiliaires du registre pour garantir la qualité des données. C'est une responsabilité supplémentaire. Et comment tout ça s'articule avec le filtrage des sanctions dont on a parlé, et aussi avec cette attente croissante de vigilance sur les actifs des fonds, l'asset due diligence? En fait, le nouveau cadre crée une vigilance à plusieurs niveaux qui se complètent. D'un côté, l'AMLR renforce l'obligation pour les entités de vérifier si leurs clients et leurs BO sont sur des listes de sanctions. Ça fait partie de la vigilance client de base, la CDD. D'accord. De l'autre côté, comme on l'a vu, l'AMLD 6 oblige les registres à faire leur propre filtrage des sanctions et à le rendre public. Donc on a une double vérification sur les personnes. Et le lien avec les actifs premiers? Eh bien, cette vigilance renforcée sur les personnes, clients et BO, elle résonne avec ce que la CSSF demande de plus en plus sur les actifs eux-mêmes, notamment via sa FAQ de décembre 2024 sur l'asset due diligence. Le régulateur attend qu'on évalue aussi le risque LCBFT lié aux actifs sous-jacents détenus par les fonds, surtout si ce sont des actifs un peu opaques, non cotés ou situés dans des zones à risque. On va donc vers une gestion du risque qui serait tridimensionnelle. Investisseurs, BOE et actifs. C'est une excellente façon de le résumer, oui. Il faut maîtriser le risque lié à l'investisseur, la CDD, le risque lié aux bénéficiaires effectifs avec ses nouvelles vérifications et signalements, et le risque lié aux actifs eux-mêmes, l'asset due diligence. Et le registre des BO dans ce schéma? Il devient un outil de validation externe clé. Imaginez, si votre filtrage interne des sanctions ne trouve rien, mais que le LBR affiche un flag public sur votre client, c'est un signal d'alerte majeur. Ça doit déclencher une escalade immédiate, une réévaluation du risque et peut-être même une déclaration de transaction suspecte à la CRF, la cellule de renseignement financier.
Si on replace tout ça dans le contexte spécifique du Luxembourg, est-ce que ces nouvelles règles européennes répondent à des préoccupations locales particulières? Oui, tout à fait. Elles sont même en plein dans le mille si on lit l'évaluation nationale des risques, la NRA, de 2025. Ah oui. Qu'est-ce qu'elle dit, cette NRA? Le ministère de la Justice y identifie très clairement la menace principale. C'est le blanchiment d'argent provenant d'infractions commises à l'étranger. Corruption, fraude fiscale, etc. Et comment cet argent arrive-t-il au Luxembourg, selon l'analyse? La vulnérabilité clé identifiée, c'est justement l'utilisation abusive de structures juridiques complexes, notamment les fonds d'investissement, pour masquer l'origine des fonds et l'identité réelle des bénéficiaires effectifs. Ce risque, lié au montage, est même considéré comme le plus élevé pour le pays. Donc, renforcer la transparence sur les BO et les contrôles, comme le fait le paquet européen, c'est s'attaquer directement à cette vulnérabilité numéro 1. Précisément. Pour un professionnel au Luxembourg, appliquer rigoureusement ces nouvelles règles sur les BO, les écarts, la vérification, ce n'est pas juste cocher une case réglementaire. C'est participer activement à la protection de la place contre son risque principal identifié. Ça montre une compréhension stratégique des enjeux. Et la CSF, le régulateur luxembourgeois, comment se positionne-t-elle face à ces évolutions? Quelles sont ses attentes? La CSF a toujours prôné une approche LCBFT robuste et basée sur les risques. Depuis juin 2024 et la publication du paquet, elle communique beaucoup sur l'importance de se préparer à ces règles harmonisées. La transparence des BO, la vigilance renforcée, c'est clairement une priorité. On peut s'attendre à ce que ça se voit dans leur contrôle. Certainement. Le questionnaire annuel sur la criminalité financière va sans doute intégrer des questions très précises là-dessus. Et lors des visites sur place, ce sera un point d'attention majeur, c'est sûr. Donc il ne faut surtout pas attendre l'échéance de 2027 pour commencer à s'adapter, hein? Ah non, absolument pas. Mettre en place les processus, les tester, les documenter dès maintenant, c'est essentiel pour répondre aux attentes actuelles de la CSSF. Ça démontre une bonne gouvernance, une culture de gestion proactive du risque. C'est ce qui est attendu des acteurs qui ont un rôle de gardien, un rôle de supervision ici au Luxembourg. Si on se projette un peu plus loin, quel est le calendrier exact pour la mise en œuvre complète? Et quel sera le rôle de cette nouvelle autorité, l'AMLA? Alors, pour le calendrier, l'AMLA, qui sera à Francfort, doit être opérationnelle le 1er juillet 2025. D'accord, bientôt. Oui, et la date limite pour que le règlement AMLR soit pleinement applicable et pour que les pays transposent la directive AMLD6, c'est le 10 juillet 2027. Donc on a environ 2 ans entre mi-2025 et mi-2027 pour se mettre en conformité. C'est ça. 2 ans pour ajuster les systèmes, les politiques, former les équipes, revoir les contrats. C'est une fenêtre importante. Et l'AMLA, quel sera son rôle concret au-delà de la supervision directe de certaines très grosses entités? Son rôle le plus impactant pour l'ensemble du secteur, ce sera probablement l'élaboration des normes techniques. Les RTS, Regulatory Technical Standards, et les ITS, Implementing Technical Standards. Les normes techniques. Oui, ce sont des textes très détaillés qui vont expliquer le comment faire. Comment appliquer concrètement beaucoup de règles de l'AMLR, quelle méthode utiliser, quel format, quelle procédure. L'autorité bancaire européenne, l'EBA, a d'ailleurs déjà commencé à plancher sur des projets de RTS début 2025. Il faudra donc suivre ça de très près. Absolument. Ces normes techniques vont conditionner la manière dont il faudra configurer les processus internes pour être conformes. C'est essentiel de les suivre et même, si possible, de participer aux consultations via les associations professionnelles comme l'ALFI au Luxembourg. Si on prend encore un peu de hauteur, quelle est la grande tendance de fond derrière tout ça? Où est-ce que cette évolution nous mène? L'objectif final est assez clair. C'est de bâtir un système LCBFT européen beaucoup plus intégré, plus cohérent et qui repose massivement sur l'échange de données. L'échange de données. Oui, il est prévu à terme d'interconnecter les registres nationaux des BIO, et peut-être même d'autres registres, comme ceux des comptes bancaires, via des plateformes centrales européennes. Ce qui donnerait une visibilité énorme aux autorités. Une visibilité transfrontalière sans précédent, pour les superviseurs nationaux, pour l'AMLA, pour les cellules de renseignement financier, les CRF. Et le message pour les acteurs luxembourgeois. Le message, c'est que leurs données, la qualité de leurs informations, leurs processus, tout ça sera potentiellement regardé de plus près et par plus d'autorités différentes. Ça renforce l'importance d'avoir une gouvernance des données impeccable, d'investir dans les bonnes technologies et d'avoir une source unique et fiable pour les infos clients et bio. Fini le temps où les données de conformité pouvaient rester un peu en silo dans chaque pays.
c'est une perspective assez transformatrice. Pour conclure notre discussion, si on devait vraiment retenir 3 changements absolument fondamentaux de ce nouveau cadre LCBFT, quels seraient-ils ? Je dirais premièrement, vraiment, la fin de la confiance passive. L'obligation de vérifier activement, systématiquement, les infos BO en les croisant avec les registres. D'accord, vérification active. Deuxièmement, cette règle impérative des 14 jours pour signaler au registre toute divergence constatée. Une contrainte opérationnelle forte. La règle des 14 jours, oui. Et troisièmement, le changement de rôle des registres nationaux. Ils deviennent des acteurs proactifs de la vérification avec des pouvoirs de contrôle et cette obligation de signaler publiquement les liens avec les sanctions. Une vérification bidirectionnelle. Vérification active, règle des 14 jours, registre proactif. Ces 3 points redéfinissent vraiment les diligences et les responsabilités. Merci beaucoup pour cet éclairage très détaillé. Ce podcast inclut du contenu créé ou amélioré à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Toutes les informations sont fournies à titre général uniquement et ne constituent pas des conseils financiers, d'investissement, juridiques ou réglementaires. Les auditeurs sont invités à vérifier les informations de manière indépendante et à consulter des professionnels qualifiés pour obtenir des conseils personnalisés. Chaîne YouTube Bertrand Mariot Avocat. Suivez et connectez-vous avec Bertrand Mariot sur LinkedIn. Vos commentaires et likes y sont également les bienvenus. Retrouvez le lien vers notre podcast en anglais dans la description. À bientôt sur le Luxembourg Funcast.